Sens public, édition spéciale, la démission de Sébastien Lecornu moins d'un mois après sa nomination à Matignon ouvre une crise politique sans précédent. On continue de l'analyser avec cette hypothèse d'une nouvelle dissolution qui ressurgit et un parti politique qui l'appelle, on l'a entendu encore et toujours de ses voeux, c'est le Rassemblement national. Audrey Betaz. Marine Le Pen et Jordan Bardella avaient bien prévu de s'entretenir ce lundi au siège du Rassemblement national. Mais aucun des deux n'imaginait que la démission du Premier ministre serait au menu. Il aura donc fallu 2 heures de réunion pour peaufiner l'après. Nous avons préparé la suite. Elle ressemble à des élections législatives. On est au bout du chemin. Il faut arrêter. Voilà. Il faut arrêter les ministres, ministres de droite, ministres de gauche, etc. On arrête. On retourne aux urnes. Et ce sont les Français qui vont décider. Après sa contre-performance aux législatives de 2024, le Rassemblement national veut prendre sa revanche avec un plan Matignon 2. Exit les brebis galeuses, le parti a chargé un prestataire de passer au crible les réseaux sociaux des prétendants à l'investiture RN. Jordan Bardella se dit prêt. Il affirme même avoir validé 85% des candidats. Désormais, il met la pression sur le chef de l'État. Plus le président de la République patiente, plus il prend le risque de laisser la France sans budget et de prolonger l'instabilité. Donc plus tôt nous retournons aux urnes et plus tôt nous permettrons aux Français de se choisir une majorité. Donc maintenant, si les Français le veulent, nous sommes prêts à gouverner. Il reste néanmoins une inconnue, Marine Le Pen qui plaide pour une dissolution et pour l'instant provisoirement inéligible, condamnée en première instance dans l'affaire des assistants d'eurodéputés. Notre édition spéciale continue, consacrée évidemment à ce chaos, cette crise politique. Et vous pouvez continuer de réagir, poser vos questions en flashant ce QR code avec votre téléphone ou votre tablette. Et je poserai vos questions à nos experts. Bruno Cotrez, bonsoir. Bienvenue. Bonsoir. Vous êtes chercheur CNRS au CEVIPOF, enseignant à Sciences Po et auteur avec Anne Muxel. À chaque fois que je cite votre livre, je me dis, bon, c'était prémonitoire, le vote sans issue. On est en plein chroniques électorales 2024. C'est aux presses universitaires de Grenoble. Astrid de Vilaine, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Vous êtes journaliste, productrice de l'Esprit public, c'est sur France Culture et vous publiez Décrypter les institutions politiques, on en a bien besoin. C'est aux éditions Larousse. Mathieu Souquier, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Mathieu, essayiste, consultant et vous avez contribué à cet ouvrage collectif La France à 20h ou l'heure d'être ensemble. C'est paru aux éditions de l'Aube. Et évidemment, Anne-Charlène Bézima, éditorialiste pour Sens public, constitutionnaliste. On a aussi beaucoup besoin ce soir de vos lumières de constitutionnalistes. On vient de voir notre sujet sur la stratégie du RN. Je vais reprendre la toute dernière information. Il y en aura certainement d'autres. Là, on est en fin d'après-midi, 18h48 pour être précis, et des urgents. Il y en a souvent. Le tout dernier, le Rassemblement national et ses alliés censureront systématiquement tout gouvernement jusqu'à une dissolution. Bruno Cotrez, la pression, elle est clairement mise sur Emmanuel Macron aujourd'hui de la part du RN, mais pas seulement. Oui, pas seulement. Il est en première ligne, au fond, parce que d'abord, c'est lui l'auteur principal de cette situation. Tout remonte à la dissolution, bien évidemment. Il prend une décision ce soir qui est de prolonger, on va dire, Sébastien Lecornu jusqu'à mercredi pour une séance, on va dire, de prolongation des consultations dont plus personne ne voit comment elles peuvent se tenir, où on imagine que pour ceux qui viendraient négocier avec un Sébastien Lecornu dont on ne sait plus s'il est Premier ministre, démissionnaire, actif, on imagine bien que pour les autres, ça rend la situation totalement ubuesque et totalement incompréhensible. Et pour l'opinion, Emmanuel Macron va évidemment être très clairement pointé du doigt sur sa responsabilité. Moi, je m'attends à des indicateurs de popularité sans doute très 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 mauvais. Encore plus plus mauvais que d'habitude, mais là vraiment, parce qu'on est dans une situation qui est sans équivalent dans la Ve République. Beaucoup la comparent à la fin de la Quatrième République. Je ne sais pas si comparaison est raison dans ce domaine-là, mais en tout cas, c'est vrai qu'on est dans une situation qui est sans équivalent et avec une opinion qui doit être chauffée à blanc dans un mélange de dégoût, de lassitude, de confusion. On est complètement perdu, là. On est vraiment complètement perdu. Donc le chef d'État est évidemment en première ligne. C'est lui le garant du bon fonctionnement de notre système politique. Astrid de Vilaine, on va essayer d'analyser les différentes options qui se présentent devant Emmanuel Macron. Celle qui est en cours,
c'est ce délai offert à son Premier ministre démissionnaire, Sébastien Lecornu. Donc jusqu'à mercredi pour tenter de trouver une issue, une plateforme d'action. Bon, comment vous analysez ces 3 jours de délai supplémentaire? Moi, j'ai l'impression que c'est surtout le président de la République qui se donne de l'air à lui-même. Parce qu'en réalité, vous avez vu le temps qu'a pris Sébastien Lecornu pour former ce gouvernement qui était finalement à l'identique du précédent, mais également pour, soi-disant, nous commencer par le quoi avant le qui, c'est-à-dire proposer des lignes fortes sur un budget. On n'en a pas vu la couleur. Donc, soit Emmanuel Macron est dans un grand déni, et honnêtement, c'est possible puisque ce ne serait pas la première fois, soit... En plus, je trouve que d'un point de vue constitutionnel, je ne sais pas ce qu'en pense Anne-Charlène Bézina, mais moi, je trouve qu'on ne s'y retrouve plus du tout. C'est-à-dire qu'on a un Premier ministre démissionnaire, donc normalement, soit il est renommé, et dans ce cas, il renomme un gouvernement et il est aux affaires, soit il gère les affaires courantes. On a un ministre des Armées, Bruno Le Maire, qui transfère lui-même ses pouvoirs, vraisemblablement, si l'on en croit les échos de presse, au Premier ministre démissionnaire Sébastien Lecornu, alors que le président de la République est normalement là pour nommer le gouvernement. Enfin, je trouve que là, il faut faire attention aussi à respecter les institutions. C'est-à-dire que ce grand chaos, qui est d'ailleurs à mon avis un peu comique, tragicomique ou pathétique, ça dépend comment on le voit, mais je pense que moi les échos que j'ai du terrain, c'est aussi beaucoup de rire et de moquerie, c'est-à-dire sur la classe politique en tant que telle. C'est-à-dire, que font-ils? Enfin, ça devient un vaste sketch, je n'ai même pas les mots, je pense que c'est même plus grave que ça. Donc là, un peu de sérieux quand même. Donc... je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais voilà les premiers... en grande partie répondu à ma question. Du côté, effectivement, d'Emmanuel Macron, avec cette dernière information, on a donné une information du Parisien tout à l'heure. Là, on va citer le Figaro, nos confrères du Figaro, qui disent, on verra si c'est totalement confirmé officiellement, que Sébastien Lecornu ne souhaite pas rester Premier ministre. Il faut qu'on intègre ça aussi à notre tentative de compréhension du scénario qui est en cours. Mathieu Souquier, on va rester sur les cartes dans le jeu, c'est un peu cliché ce que je dis, mais bon voilà, du président de la République aujourd'hui, un président quand même à chaque fois un peu plus affaibli. Oui, il me donne l'impression d'être une sorte de forcené. C'est-à-dire quelqu'un de replié à l'Élysée qui tente de négocier effectivement des rallonges, des sursis provisoires. On s'attendait à ce que la semaine soit compliquée et on imaginait qu'une censure était une hypothèse possible et même probable. Ce qu'on n'attendait pas, encore une fois, l'effet de surprise, c'est que d'abord, au bout d'un mois ou quasiment un mois, la liste des ministres transmise, publiée hier, en fait, soit celle-ci, c'est-à-dire une quasi-reconduction du gouvernement sortant. Ça, on ne s'était pas imaginé qu'au bout d'un mois, on allait se retrouver avec cette liste-là. On n'allait pas imaginer que les 5 ou 10% de changements allaient produire cette crise politique-là en un temps aussi rapide. Et surtout, on n'avait pas non plus anticipé que la crise politique viendrait non pas de l'opposition, de la gauche ou de l'extrême droite, mais d'une implosion, en fait, du socle commun. Dont Sébastien Lecornu, de la nomination de Bruno Le Maire, qui a manifestement de prétexte, mais bon, je dirais que je n'arrive pas à croire quand même que nous soyons dans une crise politique qui soit d'ailleurs au bord d'une crise de régime à cause du retour de Bruno Le Maire. Alors, c'est vrai qu'avec un minimum de recul, on voit bien ce que ce retour pouvait avoir de maladroit, mais de là à ce que ça plonge le pays dans une sorte de chaos institutionnel, non, on comprend pas bien. Ouais, on y reviendra. Vous vouliez dire un mot, Bruno, on reviendra sur les LR un peu plus tard, et puis on va se poser la question d'un Premier ministre de gauche, parce que c'est aussi une pression, on parlait de pression sur le président de la République, c'est une pression qui est mise par plusieurs leaders de gauche. Mais vous vouliez intervenir, je vous donne la parole, Bruno. Oui, effectivement, pour reprendre, on voit qu'effectivement, si la présence de Bruno Le Maire crée un tel désordre, c'est qu'effectivement, le désordre, il existe avant. Mais oui. Voilà, il existe avant. Et que ce socle commun... on disait beaucoup, socle, moyen, commun, de moins en moins. Donc là, vraiment, on y est maintenant. C'est plus du tout un socle commun. Gabriel Attal a quand même hier sorti l'artillerie lourde en montrant qu'au fond, il trouvait que ce gouvernement, ça n'allait pas du tout. Donc on ne voit pas du tout là où on va. Effectivement, je reprends ce que disait tout à l'heure, ce qui était dit tout à l'heure par Astrid de Villaine, c'est qu'effectivement, l'opinion va repercevoir ça comme une sorte de grande bouffonnerie, d'une certaine manière. C'est-à-dire ça met en cause pratiquement la croyance qu'on peut avoir dans la parole des institutions, dans sa sincérité. C'est-à-dire si le Premier ministre vient et dit « je démissionne », eh bien il démissionne. C'est la parole du chef du gouvernement, c'est presque la parole de l'État dont il s'agit. Il ne peut pas, quelques heures plus tard, dire « ah ben non, finalement, c'est plus compliqué ».
Donc voilà, on commence à toucher, on est dans le dur, du point de vue des mécanismes de la confiance politique. Effectivement, avec, alors, j'ouvre le chapitre sur la pression mise par, cette fois-ci, les partis de gauche sur le président de la République. On va écouter 2 réactions. La toute dernière, c'est celle de Marine Tondelier, conférence de presse des écologistes en fin d'après-midi vers 18h. Elle est très claire, elle s'adresse au président de la République. Maintenant, vous nous nommez. Je ne prendrai plus aucune leçon de morale de qui que ce soit sur la responsabilité des écologistes et de la gauche dans cette affaire. Car tout ce que nous avions à faire, nous l'avons fait et nous avons bien compris que pour ces gens-là, ça ne suffirait jamais. Il fallait un nom, nous l'avons donné. Il fallait attendre, nous avons attendu. Il fallait de la stabilité, nous ne l'avons pas vu. À un moment, ça suffit les excuses, ça suffit les prétextes. Nous devons être nommés, la gauche et les écologistes, et il doit nous laisser nous y coller. Et d'ailleurs, pour celles et ceux qui nous disent qu'il ne le fait pas parce qu'il a peur que nous échouons, je les regarde droit dans les yeux en leur disant si Emmanuel Macron pensait vraiment qu'on échouerait, alors il l'aurait déjà fait. Il nous aurait laissé nous planter. S'il ne nous nomme pas, c'est qu'il voit bien l'espoir que ça susciterait dans le pays, la bouffée d'oxygène, la grande respiration, l'enthousiasme. Voilà, la secrétaire nationale d'Europe Écologie Les Verts, des écologistes avec autre prise de parole. C'était quelques minutes, une grosseur auparavant. Cette fois-ci, le Parti socialiste, à l'issue d'un bureau politique évidemment convoqué en urgence. On écoute le secrétaire général du PS, Pierre Jouvet. Nous demandons donc aujourd'hui au président de la République la nomination d'un ou d'une première ministre issue de la gauche et des écologistes, ouvert au compromis, s'engageant, comme nous l'avions dit il y a plusieurs semaines, à ne pas utiliser l'article 49.3. Et nous continuerons de porter dans le débat des mesures qui seront fortes, telles que la taxation des ultra-riches et le nécessaire débat sur la réforme des retraites qui doit être menée au Parlement. Au moment où nous en sommes, nous n'appelons ni à la dissolution, ni au départ du chef de l'État. Ce qui est une façon de se différencier des insoumis. On y reviendra peut-être dans un instant, mais peut-être ne faut-il pas balayer cette hypothèse trop vite, Astrid de Villene, même si on pourrait se demander pourquoi Emmanuel Macron ferait aujourd'hui ce qu'il n'a pas fait en juillet 2024, à l'issue des législatives. Oui, et même encore après François Bayrou. Enfin, je veux dire, là, Olivier Faure semblait tenir la corde à un moment. Donc tout semble à contretemps en fait chez Emmanuel Macron. Lui qui voulait au tout début de son premier quinquennat être le maître des horloges, là c'est déréglé mais à un point assez impressionnant. Il peut très bien nommer un Premier ministre de gauche, mais on va se dire pourquoi maintenant ? Et puis s'il avait voulu le faire, il l'aurait fait à la sortie des urnes, quand c'était logique, quand c'était la logique démocratique en réalité. Ça semble la seule option avant la dissolution, même si je pense qu'il y en a d'autres. Moi, je pense par exemple que le référendum serait une très belle arme gaulliste. Ça fait longtemps que je le dis, mais pareil, ça arrive à contre-temps, puisque là, tout se précipite tellement. Mais alors sur quel thème ? Sur les finances publiques, c'est compliqué un référendum. Sur la proportionnelle, il aurait fallu un référendum sur le mode de scrutin. Par exemple, il aurait fallu changer de mode de scrutin avant cette dissolution, à mon avis. Par exemple. Mais alors, pardon, allons-y là-dessus. Pardon, je vous redonne la parole juste après, mais c'est trop tard. C'est pas trop tard, mais c'est encore une fois, je rejoins complètement l'idée du contretemps, c'est-à-dire qu'on n'a plus de gouvernement, on n'a plus d'assemblée, on n'a plus de budget, et là on va réfléchir au mode de scrutin. Désolé, mais je pense qu'on a vraiment des urgences plus grandes sur le métier. Et c'est toujours le problème, c'est-à-dire qu'en fait on a une tendance en France à réfléchir aux institutions quand il est trop tard. C'est la fin de la Troisième République, la fin de la Quatrième République, c'est toujours le problème. On a ouvert la page institutionnelle quand on était sûr d'être déjà mort. Oui, mais enfin, encore une fois, les institutions sont une période très importante et vraiment, je parle sous le contrôle de Bruno sur la question de la confiance, mais c'est souvent une page de réconciliation. On peut arriver avec les institutions à se mettre d'accord, toutes familles politiques confondues, sur des sujets plus essentiels. Je pense que la proportionnelle aurait pu l'être. Ça nous constitue en tant que groupe. Et voilà, mais la Constitution joue de moins en moins son rôle de contrat social eu égard à l'utilisation politicienne qui en est faite. Alors, je referme cette parenthèse et on revient sur l'hypothèse d'un Premier ministre ou d'une Première ministre de gauche. Non, mais donc on verra s'il se résout à respecter en réalité ce qui s'est produit en 2024. C'était la première force arrivée en tête. Mais entre-temps, la gauche s'est quand même fracturée. On le voit d'ailleurs là dans les différentes stratégies qui sont à l'œuvre. Jean-Luc Mélenchon qui veut la destitution, la présidentielle, ce qui montre que même la gauche est présidentialisée, 5e républicanisée, je ne sais pas comment le dire, mais c'est-à-dire que tous ont en tête, pour lire ce qui se passe en ce moment, il faut vraiment avoir 2027 en tête. C'est-à-dire que chaque parti, je pense que Bruno Retailleau, on va y venir, mais c'est aussi le cas, Marine Le Pen évidemment, Jean-Luc Mélenchon, et ne parlons pas de ceux qui ont refusé
d'entrer au gouvernement, du soi-disant socle commun, Gabriel Attal et Édouard Philippe, quand même. Un peu aussi de hauteur, de sens de l'État, je ne sais pas. Enfin, je pense que là, on est loin de la présidentielle et que les Français ne seront... Comme ils ont pu l'être d'ailleurs vis-à-vis de Laurent Wauquiez quand il avait refusé aussi de rentrer. Je pense que les Français s'interrogent. C'est-à-dire, soit on change les institutions parce que ça ne fonctionne plus. Et en plus, moi, je l'ai dit depuis longtemps, on a une Assemblée nationale absolument parfaite pour faire une constituante, puisque les élections sont récentes, qu'elle représente le pays, et que c'est la seule chose qui lie encore ces partis-là, la Constitution. Donc autant... aujourd'hui, faire en sorte que ça fonctionne, puisqu'il y a un blocage. Mais malheureusement, je pense qu'Emmanuel Macron n'en est pas là. Bon, Anne-Charlène, un mot, je reviens sur la question des divisions à gauche après. Allez. L'hypothèse de la gauche, c'est encore une fois une hypothèse de mathématiques, c'est-à-dire avec qui. Et la gauche, PS, alors arithmétiquement, c'est vrai que si on va jusqu'au LR avec toutes les familles du centre, le PS pourrait se maintenir à, je crois, 2 ou 3 voix près. Mais la question, c'est l'explosion des familles du centre. C'est-à-dire qu'en fait, on s'est assez peu penché sur le fait qu'au sein du Sénat, finalement, on se retire du socle commun. Donc, la gauche, avec aussi toute la recomposition du bureau politique de l'Assemblée nationale, serait aujourd'hui très affaiblie. Donc, elle aurait la chance aussi de refaire un gouvernement de 48 heures. Mathieu, oui, effectivement. Mathieu Souquier, petite question venue de... Enfin, pas petite d'ailleurs, grande question, bonne question venue de Maya, de Boulogne-Billancourt. Les partis de gauche sont-ils capables de s'unir derrière un même projet ou leurs divisions vont-elles bloquer toute alliance? C'est intéressant parce que derrière ça, vous nous direz si c'est toujours vrai, mais on a souvent dit sur ce plateau qu'il y avait quand même, de la part des électeurs et des sympathisants des différents partis de gauche, une envie d'union. Est-ce que c'est toujours aussi vrai alors qu'ils entendent presque à longueur de journée, les insoumis s'insulter par médias ou meetings interposés avec les socialistes? Oui, mais de ce point de vue-là, rien n'a changé. C'est-à-dire que les sympathisants de gauche, dans leurs différentes composantes, se considèrent comme d'accord sur l'essentiel, au plan programmatique. Il y a 2 choses qui, en général, les séparent. Une vision à l'international qui n'est pas la même, et qui est effectivement franchement différente entre LFI et les autres composantes de la gauche, et une posture, une attitude, en particulier une attitude républicaine, dans notamment la posture d'opposition. Mais de façon un peu paresseuse ou un peu rapide, souvent on parle du PS. En réalité, c'est pas le PS d'un côté et les autres, c'est l'ex-gauche plurielle ou la gauche de gouvernement, composée y compris des écologistes et des communistes d'un côté et LFI de l'autre. Et de ce point de vue-là, c'est peut-être la seule chance d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron est très affaibli parce qu'il refuse d'admettre que politiquement il a perdu le pouvoir et que psychologiquement il n'a pas vocation à être au centre de tout. Pour autant, sa seule force, ou en tout cas la seule ressource qui demeure pour lui, c'est la division des oppositions. Parce qu'en face de lui, pour le coup, vous avez d'un côté l'extrême droite qui réclame la dissolution, d'un côté la gauche radicale qui réclame la destitution, la démission, et par ailleurs la gauche de gouvernement qui demande d'accéder aux affaires. Donc, mais est-ce que c'est clairement sans LFI la demande de cette gauche de gouvernement dans les prises de parole d'aujourd'hui? J'ai pas entendu ces mots-là, mais il y a ce qui se dit. On sait que les écologistes tentent de maintenir une forme de passerelle entre les différentes composantes de la gauche. Pour autant, dans les déclarations récentes, Marine Tondelier, Fabien Roussel et Olivier Faure sont assez alignés sur le fait qu'ils sont prêts à prendre des responsabilités. J'entendais encore Yannick Jadot cet après-midi. Encore une fois, eux sont prêts à aller au gouvernement. Donc, si Emmanuel Macron... ça sous-entend sans les insoumis. Les insoumis ont été extrêmement clairs depuis longtemps. De toute façon, les insoumis, rappelez-vous, quand Olivier Faure était pressenti pour aller à Matignon, avait dit dans un grand journal télévisé, on le censurera d'emblée. Donc c'est vous dire quand même l'état des divisions. Même si, je pense que quand même, s'il y a une dissolution, avec des si, on peut aller loin, mais peut-être que face à peut-être une union des droites ou à une extrême droite très importante, peut-être qu'il s'allierait encore une fois pour faire barrage. Avec Jean-Luc Mélenchon qui a invité les autres forces de ce qui reste du nouveau Front populaire à une réunion cet après-midi. Elle n'a pas eu lieu. Ça veut dire quoi? On est toujours dans cette stratégie de faire porter aux autres la responsabilité d'une union de la gauche qui ne renaît pas de ses cendres. Évidemment. Alors, en même temps, le tableau est plus compliqué pour moi. Je trouve que... Parce que déjà, parlementairement, en nombre de sièges, si on retranche les députés de la France insoumise, ça fait un socle qui ne tient pas du tout. Il faudrait énormément de députés centristes pour faire voter le budget, d'autant que l'engagement a été pris de pas de 49-3. Donc, il faut trouver des voies pour faire voter le budget. Et par ailleurs, il y a quand même pour tout le monde la perspective de la présidentielle. Si les socialistes et les écologistes aujourd'hui actaient qu'ils gouvernent le pays sans les insoumis, c'est une vraie rupture
c'est une vraie grosse rupture de l'union de la gauche qui aura des conséquences sur les municipales, sur la présidentielle, qui ne sont pas seulement des conséquences tactiques, qui sont de vraies conséquences programmatiques. Ça veut dire qu'au moment de se présenter devant les électeurs, ça devient beaucoup plus compliqué de dire on est la gauche, on va rassembler la moitié du pays pour la grande élection présidentielle. Donc c'est très compliqué. Et moi je le vois plutôt comme un énième épisode de la désunion à gauche, avec des réconciliations, des désunions, des réconciliations, des désunions. Et je ne suis pas certain que du point de vue des électeurs, il y ait un engouement pour l'idée de dire socialistes et écologistes, dorénavant, vont faire alliance avec les centristes, parce qu'au fond, au bout du compte, si le Parti socialiste acte ça, ça veut dire qu'en fait, il donne raison à Emmanuel Macron. Et donc que le clivage gauche-droite est mort et que les centristes de la gauche et de la droite se réunissent. Et au fond, ça veut dire que le Parti socialiste, après 10 ans de macronisme, va dire finalement Macron avait raison. Il fallait bien faire cette nouvelle coalition qu'Emmanuel Macron appelle le 10 juillet 2024 de ses voeux, appelant vraiment les centristes de tous bords à se réunir ensemble. Est-ce que le Parti socialiste va offrir ce cadeau à Emmanuel Macron comme presque cadeau de départ? Allez, on continue d'analyser la stratégie des différentes familles politiques. On va parler du parti LR qui s'apprêtait à claquer la porte du gouvernement avant que le Premier ministre choisisse de la fermer lui-même. Si j'ai bien compris, voilà, c'est ça, on est un peu perdu. Écoutons, tiens, le sénateur LR de l'Oise, alors il était sur notre antenne ce matin, particulièrement remonté, Olivier Paccaud. On nous avait vendu Monsieur Lecornu comme un petit Machiavel. On découvre Jean-Claude Duss à Matignon. Sur un malentendu, ça peut passer. Non, ça ne peut pas passer. Et j'accueille de nouveau Steve Jourdain. Bonsoir Steve. Bonsoir pour parler de la stratégie LR. Alors si on s'était endormi hier soir à 19h et qu'on se réveille ce soir au moment de votre courrier, alors déjà on est, c'est quoi, hypersomniaque, c'est ça? Oui, c'est 24 heures de sommeil, c'est long. Il faut les consulter, mais sinon qu'est-ce qu'on a raté chez LR? Beaucoup de choses. Alors on va revenir effectivement à hier. Alors un petit peu avant 19h, parce que c'est intéressant. Thomas, dans la nuit de samedi à dimanche, Sébastien Lecornu transmet la feuille de route du futur gouvernement au parti du socle commun. À ce moment-là, les négociations entre Sébastien Lecornu et les LR sont toujours en cours. À 10h30 dimanche, une réunion des parlementaires LR est prévue. À l'ordre du jour, faut-il ou non participer au gouvernement au regard de la feuille de route qui a été transmise? La réunion est finalement reportée à 14h30. Elle a lieu en visioconférence et va acter la participation du parti au gouvernement. On va voir le communiqué final. Les parlementaires LR réunis dimanche après-midi se sont très largement exprimés en faveur du maintien de la participation des Républicains au gouvernement. Les assurances obtenues du Premier ministre permettent d'écarter les folies budgétaires et fiscales portées par la gauche, Thomas. Alors, on est aux alentours de 17h. Alors là, il y a un emballement. Ouais, on apprend qu'Emmanuel Macron pousse Sébastien Lecornu à nommer rapidement son gouvernement, sous-entendu dès dimanche soir. Voici ce qui se passe alors selon l'entourage de Bruno Retailleau. Bruno Retailleau qui passe un coup de fil à Sébastien Lecornu pour parler du casting gouvernemental. Réponse du Premier ministre: je te rappelle, je suis en train d'écrire ma déclaration de politique générale, déclaration qui doit avoir lieu mardi à l'Assemblée nationale. Et puis, plus rien, zéro nouvelle de Sébastien Lecornu dans l'équipe de Bruno Retailleau, qui décide alors de s'inviter directement à Matignon. Entre 17h et 18h hier, les deux hommes s'entretiennent en tête-à-tête. Le Premier ministre dévoile le casting gouvernemental. Bruno Retailleau dit: trop de renaissance, trop d'élus renaissance au gouvernement. Et tu mets qui aux armées, au ministère de la Défense? Réponse de Sébastien Lecornu: je ne sais pas, c'est le choix du président. Quelques minutes plus tard, en regardant son poste de télévision, Bruno Retailleau apprend que le ministre des Armées à venir n'est autre que Bruno Le Maire. Il est 21h30, Thomas, quand Bruno Retailleau se fend de ce désormais fameux tweet: la composition du gouvernement ne reflète pas la rupture promise devant la situation politique créée par cette annonce. Je convoque demain le comité stratégique des Républicains. On comprend alors que la participation des LR au gouvernement est largement remise en cause. C'est ce tweet qui va donc provoquer une crise à l'intérieur même du tout jeune gouvernement Lecornu. Et puis ça va encore s'accélérer, tout va aller très vite. Aux alentours de 10h ce matin, Sébastien Lecornu remet sa démission au président. Le Premier ministre démissionnaire convoque dans la foulée la presse pour une déclaration et il a cette petite phrase face aux caméras. Écoutez-le. La composition du gouvernement au sein du socle commun n'a pas été fluide et a donné lieu au réveil de quelques appétits partisans, parfois non sans lien, c'est d'ailleurs très légitime, avec la future élection présidentielle.
Voilà, sous-entendu, les LR et Bruno Retailleau en particulier sont les vrais responsables de l'échec des négociations. Ce seront eux qui seront comptables d'une future dissolution si Emmanuel Macron en décidait ainsi. Tel est pris qui croyait prendre Sébastien Lecornu, qui veut faire porter la responsabilité du chaos sur les épaules des LR. Merci beaucoup, Steve. Je commence avec vous, Astrid de Vienne. Comment vous analysez, vous jugez même peut-être l'attitude de Bruno Retailleau ? Vous savez, les LR nous avaient offert le premier épisode de du grand Secret Story ou de la grande télé-réalité qu'on vit depuis maintenant 1 an et demi, avec le forcené, pour reprendre le mot de Mathieu Souquier, Éric Ciotti enfermé dans son bureau, Valérie Pécresse qui soulevait ses manches, qui allait aller chercher la clé. Bon. Et là, on a, à mon avis, la saison 2, c'est-à-dire à coup de tweets. Sébastien Lecornu, qui, moi, je l'ai trouvé comme dans un confessionnal, vous voyez, venant nous expliquer les coulisses et de pourquoi ses petits camarades ne pouvaient pas rester au gouvernement. Donc, on comprend que Bruno Retailleau, vous avez dit Sébastien Lecornu, mais vous parlez de Bruno Retailleau. Non, mais Sébastien Lecornu, là, tout à l'heure, dans cette allocution, c'est pas une allocution de Premier ministre. Je ne comprends pas pourquoi il s'est pas maintenu. Il n'a pas attendu qu'on le fasse tomber s'il fallait le faire tomber, qu'il n'ait pas mis la pression sur Bruno Retailleau, qui visiblement fait un caprice. Enfin, moi, je comprends pas, en fait. Depuis quand, dans un gouvernement, il faut avoir tous ses petits amis, tous ses petits camarades ? Depuis quand on textote comme ça ? Il y a toujours eu des négociations, des différents partis qui forment un gouvernement pour être plus ou moins représentés. Je suis désolée, normalement, ça se fait entre le Premier ministre et le Président de la République, à huis clos, parce qu'il y a une majorité et que tout le monde est aligné. Là, tout le monde profite de cette situation. Et je trouve que ça donne un piètre spectacle. Je pense aussi que les LR devraient être modestes, vu les 49 députés qu'ils ont à l'Assemblée nationale. On parlait du Parti socialiste, c'est beaucoup moins. Donc, non, je trouve qu'il y a vraiment un spectacle qui est triste, qui à mon avis, ne va pas leur servir. C'est-à-dire que tout le capital politique qu'ils avaient retrouvé, et on l'a vu dans votre sondage, en allant au gouvernement, etc., en étant à l'intérieur, il est en train de le mettre par terre, à mon avis. Parce que franchement, moi, je pense que qu'est-ce qui se cache derrière ça ? C'est pas qu'il n'a pas envie que son ancien petit ami Bruno Le Maire vienne avec lui au gouvernement. On a tous vu des gouvernements avec des gens avec qui il n'y a pas d'affinité. C'est pas grave. C'est qu'en réalité, il cherche une sortie. Il cherche une sortie parce qu'il veut... il vise 2027 comme tous les autres. Donc... Moi, je pense que ça, ce sera sanctionné et que c'est pas du tout au niveau et que ça reflète sans doute son impuissance politique à l'intérieur où il n'a pas un bilan très... Alors, il faut jamais oublier, je dis pas ça juste parce que la chaîne s'appelle Public Sénat, mais que dans cette équation, il y a aussi le poids des LR ici au Sénat. D'ailleurs, Sébastien Lecornu est venu au Sénat tout à l'heure, justement que l'émission démarre, voir Gérard Larcher. Vous vouliez intervenir, Anne Charlène ? Oui, peut-être pour quand même un peu nuancer, c'est-à-dire que les LR ont acquis du poids par rapport au fait qu'ils sont justement le plus petit dénominateur commun, donc le plus petit parti. C'est comme ça que ça fonctionnait sous la 3e et la 4e République, c'est-à-dire qu'en fait c'était parfois les non-inscrits. On sait que Guy Carcassonne allait négocier des hôpitaux ultramarins pour essayer d'avoir un amendement sur le budget, parce que parfois ça se joue à un député près, un non-inscrit. Donc je ne suis pas sûre qu'on puisse vraiment dire que les LR se sont vus plus gros que le bœuf. Il y a une chose aussi, c'est que l'idée qu'il y ait des négociations internes, moi ça ne me choque absolument pas. La question est celle-ci, c'est est-ce que, alors que toutes les déclarations de l'opposition ont été quand même bien plus violentes qu'attendues à la suite de la nomination du gouvernement, Bruno Retailleau n'a pas juste pas voulu tomber avec l'ensemble du gouvernement. C'est ça qu'il faut se poser comme question. C'est qu'on avait très vite compris hier soir que Sébastien Lecornu avait 48 heures devant lui et Bruno Retailleau, à ce moment-là, sort de l'équation. Et donc moi, ce que j'entends, et là je vous rejoins, c'est cette idée que on a essayé de sauvegarder la famille LR de la chute du Titanic. Mais il fallait peut-être le faire avant. Et on voit bien, au fond, tout ce que la présidentielle révèle des querelles partisanes intra-partisanes. C'est-à-dire que toutes les micro-familles créent finalement une forme d'identité à l'intérieur, et je crois qu'on vit vraiment ici les pires heures de ce que les partis politiques peuvent nous offrir. Oui, avec effectivement, c'est intéressant, au moment où je regardais une dépêche de nos confrères de l'agence France Presse qui titre Bruno Retailleau dans l'œil du cyclone après la démission de Sébastien Lecornu. Enfin, on est vraiment au cœur avec les voix dissonantes, même s'il y en a peut-être qu'une, mais elle pèse quand même encore un peu, celle de Laurent Wauquiez, qui préside toujours le groupe de députés LR à l'Assemblée et qui dit, je cite l'AFP, tout le mal qu'il pense de la lettre d'engagement envoyée par le chef du gouvernement à la droite, très peu de nos demandes ont été entendues. Je considère que les conditions ne sont pas réunies pour une participation. Là où c'est intéressant, Mathieu Souquier, c'est sûr effectivement ce que LR peut capitaliser de l'année écoulée, c'est-à-dire d'un Bruno Retailleau qui a été jugé plutôt efficace au ministère de l'Intérieur. Est-ce que ça profite au LR ou est-ce que l'épisode qu'on est en train de vivre
met tout ça à plat comme un château de cartes. Pardon, plus largement, la crise à laquelle nous assistons depuis 24 heures, c'est l'implosion en fait du camp présidentiel. Astrid rappelait tout à l'heure que 2 postes de ministres deux ministères ont été proposés et à Gabriel Attal et à Édouard Philippe, qui se sont empressés de refuser. Donc on voit bien que cette partie-là du socle commun n'est pas du tout soudée. Et par ailleurs, encore une fois, on sait qu'Emmanuel Macron aurait pu acheter pour assez peu cher en 2022 le ralliement des Républicains. Il a payé beaucoup plus cher en 2024 en devant leur offrir Matignon et un certain nombre de ministères très important. C'est ça la situation politique. Et plus que ça même, d'aligner en réalité sa feuille de route gouvernementale sur le programme des Républicains. Donc on peut dire que depuis 2024, au moins, les Républicains sont particulièrement bien servis. On comprend d'autant moins ce qui se passe aujourd'hui en réalité. On ne voit pas ce qui indispose Bruno Retailleau, y compris encore une fois le retour de Bruno Le Maire, dont je rappelle que c'est un ex-républicain qui, aux affaires depuis 2017, n'a pas mené une politique de gauche. Voilà, alors ok, les finances publiques sont plombées en particulier parce que la politique menée depuis 2017 a été ce qu'elle a été, mais tout de même. Donc l'implosion, encore une fois, à laquelle on assiste, me paraît fondée sur des bases politiques peu compréhensibles. Et alors sur je repose la question, je suis un peu têtu, sur ce que LR peut capitaliser de l'année écoulée et ce que cette crise fragilise, quoi. Je pense que ça parle de ça, c'est-à-dire au fond, ils ont capitalisé principalement la position dans l'opinion de Bruno Retailleau. Oui. Et ça, c'est un gros capital. C'est-à-dire d'avoir une figure qui, en quelques mois, incarne quelque chose dans l'opinion sur une dimension de l'action publique qui est très chère aux yeux des électeurs et des sympathisants républicains, la sécurité intérieure, l'ordre public. Donc là, il capitalise là-dessus. Et Bruno Retailleau a à mon avis, une autre perspective qui est, au fond, de passer le message à son électorat qu'il veut éliminer tout doute possible sur le fait qu'il ne découvrirait pas ultérieurement, s'il siégeait au gouvernement, que finalement, on a été trop complaisant avec des demandes de la gauche. Et donc c'est principalement ça qui s'est joué hier. Et Bruno Retailleau s'est arc-bouté sur la figure qu'il incarne dans l'opinion, quelqu'un qui incarne une forme de sincérité totale. Et il a joué de ce ressort dans l'opinion, c'est-à-dire comme s'il envoyait le message qu'à lui, on ne pouvait pas mentir ou cacher quelque chose, et que si on lui avait caché la présence de Bruno Le Maire au gouvernement, peut-être qu'on est en train de lui cacher des concessions à la gauche, et ça, c'est un risque que les Républicains ne veulent pas prendre. Un micro-élément pour répondre à la question à laquelle je n'ai pas répondu. Sans aucun doute que ça a profité à Bruno Retailleau dans sa conquête de l'appareil des Républicains. Parce qu'encore une fois, on le connaissait peu, et en réalité, il a écrabouillé finalement Laurent Wauquiez. En revanche, aujourd'hui, même si les sondages ne valent que ce qu'ils valent, quand on se projette dans une présidentielle, on voit que le score des Républicains reste un score à un chiffre globalement. Donc on voit bien que les Républicains n'ont pas, en revenant aux affaires, à ce stade, reconquis la légitimité qu'ils avaient autrefois. Alors même s'il a un sursis jusqu'à mercredi, Sébastien Lecornu, il sera resté moins d'un mois à Matignon. Anne-Charline, vous allez vous pencher sur ce triste record, en quelque sorte, la signification de cette crise gouvernementale dans notre histoire. C'est ça, j'ai décidé de nous repencher un petit peu en arrière et d'abord rappeler quand même quelque chose que je pense qu'on a un peu négligé aujourd'hui, c'est que le gouvernement de Sébastien Lecornu sera le plus court, pas de l'histoire de la Ve République, mais de l'histoire. Et notamment de l'histoire de la Troisième et de la Quatrième République qui, on ne peut pas le dire, étaient des républiques où on avait vraiment des premiers ministres pendant très longtemps. Le record auparavant, c'était 48 heures. 48 heures. Henri Queuille, Robert Schuman, Alexandre Ribot, Frédéric Marsal, avec des circonstances sur lesquelles j'ai eu envie de me pencher un petit peu parce que toute ressemblance avec des faits actuels n'est pas à exclure. Le président de la République s'appelle à l'époque Vincent Auriol et il essaye de décrocher la gauche pour créer, je le cite, un socle commun. Et cette participation est obtenu d'arrache-pied à la dernière minute, sauf que à l'Assemblée nationale, on ne trouve pas le soutien, et c'est comme ça que Robert Schuman chute en 48 heures. À l'époque, on avait ce qu'on appelait la double investiture, c'est-à-dire on vient se présenter en tant que Premier ministre et on revient quelques jours plus tard avec son gouvernement, et c'est exactement ce qui s'est passé avec Sébastien Lecornu. Et j'ajoute qu'en plus, c'est la peur de la censure qui a amené les Premiers ministres à démissionner avant que la censure n'ait lieu. Donc vous voyez, on est un peu en train de revivre. Alors j'avoue qu'en plus, j'ai rédigé mon édito avant de savoir que Sébastien Lecornu vivrait peut-être un revival, parce que j'avais envie de vous rappeler que sous la 4e République, on avait du Queuille 1, Queuille 2, on avait Clémenceau 1, Clémenceau 2, Clémenceau 3. Donc voilà, il y a quand même beaucoup d'ancrage dans ce qu'on a déjà connu auparavant. Donc si je vous comprends bien, c'est peut-être encore pire que les précédents. Et oui, je crois que c'est encore pire. Alors non, d'abord, je vais vous réexpliquer pourquoi il y a quand même beaucoup d'ancrage, et oui, pour d'autres éléments. Alors non, parce que finalement, c'est juste les pires heures de la 4e
République. C'est-à-dire qu'on démissionne d'emblée, ce sont des alliages qui ne se font pas. Et voilà, on va évidemment trouver une sortie de l'ornière. Non, parce que des gouvernements qui s'autodissolvent, eh bien, figurez-vous qu'on les a déjà connus au moins une seule fois. Ce sont les communistes qui, le 4 mai 46, sont sortis du gouvernement avec une toute petite dépêche AFP parce qu'ils ont voté contre la confiance d'un gouvernement dont ils faisaient partie. Donc finalement, on a déjà connu la défection de Bruno Retailleau, mais c'était le Parti communiste auparavant. Donc les choses se répètent, mais... Mais il y a du pire, aussi, notamment parce que le Premier ministre n'a même pas eu l'opportunité d'entrer à l'Assemblée nationale. C'est la première fois de notre histoire et ça avait un peu plus de panache d'être démis. Le Premier ministre de la Ve République est aussi le premier à avoir créé le gouvernement né démissionnaire, puisqu'il n'y aura pas eu de prise de fonction et donc il y aura cette espèce de fiction juridique qui va être un peu complexe. Je rajoute au passage quand même qu'on ne peut pas démissionner d'une fonction démissionnaire, donc je ne comprends pas bien l'acte de Bruno Le Maire. Et par ailleurs, Sébastien Lecornu est le troisième alliage qui échoue sur la question budgétaire. Donc on va sûrement violer le délai de 70 jours de notre Constitution. Tout ça pour vous dire qu'on multiplie des appels à l'histoire avec finalement des circonstances actuelles bien pires. Peut-être que nous sommes en train de vivre une fin de cycle de la Ve République. Écoutez, ça ouvre le dernier chapitre de ce débat. Et je commence avec vous, Bruno Cotresse. Effectivement, est-ce que c'est une... Alors on l'a souvent dit, mais là, vous avez ce sentiment que finalement, la Ve République va se dissoudre dans cette crise, si j'ose dire. Peut-être aller vite en besogne. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on est en train de vivre quelque chose qui du point de vue, moi, de ce que j'observe, c'est-à-dire les logiques de l'opinion, il y aura un avant et un après. On ne peut pas passer l'ardoise magique en disant ça revient comme avant. Parce qu'on voit que le nombre de signaux de dysfonctionnement de notre système politique devient très important, très, 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 très important. On a des partis politiques qui sont faibles. Voilà, il y a un nombre d'adhérents, ils ne représentent pas la diversité du pays. Nos partis politiques sont composés de quelques dizaines de milliers d'adhérents. On a un système politique qui répond de moins en moins bien à la diversité des demandes de la société, à la fois des demandes venant sur le thème de la prise de parole, démocratie directe, démocratie plus inclusive et participative, mais aussi à intégrer des forces politiques très importantes aujourd'hui. Le Rassemblement national a gagné les élections législatives en voix, premier tour et deuxième tour. Comment une formation politique peut-elle gagner des élections en voix et ne pas exercer le pouvoir ? Voilà, on a un certain nombre de signaux de dysfonctionnement qui deviennent on va dire des témoins lumineux qui s'allument et qui montrent que c'est en surchauffe. La Ve République, voilà, je ne suis pas assez constitutionnaliste comme Anne-Charlène pour pouvoir en dire plus. Est-ce qu'on peut dire qu'on est dans une crise du système politique, ça c'est clair. Est-ce qu'elle commence à être tangente avec une crise de régime ? Ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui commence à ressembler quand même à une crise de régime, c'est-à-dire le pouvoir exécutif envoie un message qu'il est lui-même complètement aux abois et désorganisé lui-même. Donc voilà, on est à un moment donné grave. Même question, Mathieu Souquier. Est-ce que c'est l'amorce d'une crise de régime ? On s'en rapproche dangereusement. La 4e République est tombée à cause de l'instabilité gouvernementale et de l'impuissance politique, en tout cas telle que perçue par l'opinion. Donc après 12 années, elle est tombée. Et la 5e République a été instaurée pour remplacer ce pouvoir faible par un pouvoir fort. L'histoire de la 5e République ressemble de plus en plus à l'histoire d'un pouvoir fort, de moins en moins fort, et aujourd'hui extrêmement faible. Oui, effectivement. Mais ça pose quand même la question de savoir qu'est-ce qu'on va faire après ? C'est-à-dire qu'en fait, si on a vraiment une 5e République qui est un régime corseté, qui n'est plus suffisant pour garantir de l'autorité, c'est quoi la page d'après ? Quand on lit le dernier baromètre du Cevipof sur la question de la confiance, on a quand même près de 60% des Français qui sont dans la tentation autoritaire. Donc je pense que la 5e République est quand même la dernière chose qui nous reste pour arriver à avoir des bastions, des fondamentaux. Vous parliez du respect de nos institutions tout à l'heure. Il ne faudrait pas que cette crise apporte avec elle le squelette de ce qui nous reste. Oui, on a longuement parlé du Rassemblement national et de leur stratégie, la pression mise pour obtenir une dissolution. J'ai ouvert ce débat en disant que Marine Le Pen et ses alliés ont annoncé qu'ils voteraient la censure contre tout gouvernement, quel qu'il soit, avant la dissolution, parce qu'ils ont, Astrid de Villette, beaucoup à gagner à des législatives anticipées. On peut être aussi affirmatif que ça. Bien sûr, bien sûr. Et d'ailleurs, ils ont la chance que le président de la République lui-même leur donne le point. C'est intéressant en ce moment de se replonger dans le livre d'Emmanuel Macron, Révolution, ses promesses de 2017. Vous vous souvenez quand il est arrivé au Louvre, le jour de son élection, et qu'il a dit « Je veux qu'aucun Français n'ait de raison de voter RN ». S'il termine son 2e mandat avec le RN à Matignon ou à l'Élysée,
vraisemblablement, c'est sa crainte que ce soit à l'Élysée, mais en réalité, ce serait presque la même chose que ça arrive à Matignon. Vous imaginez le désordre et le bilan. C'est pour ça que je trouve très étonnant ce manque de sens politique qu'il a, parce on dirait qu'il ne pense ni évidemment à sa transmission, à son héritage, etc., d'un point de vue de la personnalité, puisqu'il flingue les uns après les autres ses potentiels successeurs, mais non plus d'un point de vue du bilan, d'un point de vue du président bâtisseur, de la culture. Moi, c'est pour ça que je parlais des référendums il y a déjà 1 an, c'est-à-dire qu'au moins, il y a quelque chose qui reste. Le changement des institutions, ça reste. Les écrans, à un moment, il a eu de très beaux mots d'ailleurs sur le rôle des réseaux sociaux. Ça sera analysé, ça, dans la période qu'on vit, l'accélération du temps. Pourquoi pas ce fameux référendum sur les écrans des jeunes? Tout ça, en fait, ça reste derrière. Donc moi, je suis très étonnée de ce qui est en train de se passer. Quand il voulait faire la Startup Nation, honnêtement, si une entreprise était gérée comme ça, elle ferait faillite dans la minute, j'imagine. Donc oui, moi je suis extrêmement inquiète pour l'avenir de la Ve République. Et ce qui est dommage, c'est que c'est une belle constitution, on voit à quel point elle s'adapte, et qu'il aurait fallu pas grand-chose, je pense, peut-être que c'est pas trop tard, mais pour l'adapter à la société. Et j'ajoute qu'il y a une demande là-dessus, du peuple français. Rappelez-vous les Gilets jaunes, c'était des demandes institutionnelles. Rappelez-vous les retraites, c'était contre le 49.3. À chaque fois qu'il y a une crise sociale, la crise institutionnelle se fait aussi entendre. Oui, demande de référendum qui était exprimée. On a vu la question s'afficher. Un dernier mot, Bruno Cotresse, sur... Alors, il y a une perspective de législative anticipée, mais il y a surtout des municipales dont on est sûr, au mois de mars. Imaginons qu'il n'y ait pas de scrutin d'ici là. Qu'est-ce qui peut se passer ? Vous parliez de l'état d'esprit des citoyens, des électeurs français. Il n'y a pas de scrutin d'ici les municipales. Oui, c'est ça. Il n'est pas impossible à ce moment-là que l'électorat se saisisse de la première opportunité qu'il a pour exprimer une envie de dégagisme. Et je serais des élus locaux, je ne serais pas si sûr que cela, que la prime au sortant les protégerait à ce moment-là de cette atmosphère du pays qui est un mélange de colère, de lassitude, d'écœurement et peut-être aussi de sentiment de passer un coup d'éponge sur une classe politique qui en renvoie un tel spectacle. Merci beaucoup à tous. Vos livres, Astrid de Villaine, Décrypter les institutions politiques chez Larousse, Bruno, Le vote sans issue aux presses universitaires de Grenoble, Mathieu, La France à 20h, c'est aux éditions de l'Aube. Merci encore et à très bientôt sur Public Sénat. Merci à Charlène, à la semaine prochaine. Demain, on est là à 18h et 22h. On va évidemment encore beaucoup parler de cette actualité politique. Vous pouvez retrouver nos débats, mais aussi les articles de l'excellente rédaction numérique de Public Sénat sur publicsénat.fr. Nous réécouter en podcast. Et puis l'invité de la matinale, on sera au cœur du destin de ce socle commun, puisque ce sera Marc Fesneau, président du groupe Modem à l'Assemblée, qui sera l'invité d'Oriane Mancini. Belle soirée.